Voilà, maintenant on va attaquer les applications linéaires d'un espace vectoriel vers un autre espace vectoriel. Ce que je vais dire, je penserai particulièrement à la dimension finie, mais il y a des choses qui marcheront en toute dimension. Ce sera à vous à faire le point là-dessus. D'abord, un petit peu de motivation. Pourquoi on introduit les applications linéaires? J'ai envie de dire pourquoi on ne les a pas introduites plus tôt. Parce que d'abord, c'est systématique que dès qu'on introduit une structure, c'est quelque chose de systématique. On introduit les morphismes de structure, c'est-à-dire comment comment créer des applications dans ces structures qui respectent la structure. Ça, c'est toujours comme ça. Donc c'est systématique. Pourquoi? Parce que en mathématiques, on a envie de faire des correspondances, c'est-à-dire de remarquer qu'il y a une structure quelque part et une structure, la même structure ailleurs, dans un autre monde, dans d'autres domaines des mathématiques, et créer des funiculaires, en quelque sorte, entre ces deux mondes, afin de résoudre des problèmes. Donc par exemple, vous voyez, justement, vous allez avoir les applications linéaires et vous allez avoir les matrices. C'est deux mondes différents. Il y en a un qui est plus axé à la géométrie, l'autre qui est plus axé au calcul. Et le fait d'aller d'un truc à l'autre, d'un monde à l'autre, permet de résoudre des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose de systématique, les morphismes de structure, parce que, peut-être vous pouvez regarder la vidéo sur les structures quotients, la première vidéo sur les structures quotients. En fait, toute application est une bijection qui s'ignore, et des bijections, on en a besoin pour faire des correspondances en mathématiques. Donc ça, c'est le premier truc, correspondance. Voilà. Ensuite, parce que ces applications linéaires vont modéliser des transformations géométriques. Alors, des transformations géométriques linéaires, des transformations géométriques aussi affines. Alors, bien sûr, il faudra un peu plus d'informations, mais le linéaire sera quand même sous-jacent. Et aussi des transformations géométriques différentielles. C'est-à-dire que depuis Newton, on sait que derrière une application assez générale qu'on appelle application différentiable, eh bien, il y a localement des transformations qui sont linéaires, et la connaissance de ces transformations linéaires permet d'avoir des informations locales sur ces transformations différenciables. Bon, tous les gens qui ont fait un tableau de variation en calculant la dérivée, la croissance, le signe de la dérivée et le lien avec la croissance de la fonction, c'est de quoi je parle. Et ensuite, ça va être une modélisation des systèmes linéaires. Voilà. Donc, bon, ça fait quand même des tas de bonnes raisons qui vont du pratique au fondamental en passant par le géométrique. Voilà. Alors, la définition, regardez la définition. On dit que phi est linéaire si, oui, si ça respecte, ici il y a une addition et une multiplication, ici il y a une addition et une multiplication externe, hein, évidemment, et tout ce qu'on veut, c'est le respect de ceci, de cette addition. Regardez ça, moi je le vois très souvent, et ça en algèbre, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est ce qu'on appelle la commutation du langage, c'est-à-dire que l'image de la somme, c'est la somme des images. D'accord? L'image du produit, c'est du produit externe, c'est le produit externe de l'image. Bon, voilà. Alors après, on peut faire une synthèse de ces deux-là en un seul, si on n'a pas envie d'écrire deux choses, si on préfère écrire. Des fois, on aime bien ce qu'on appelle diviser pour régner, d'accord? Mais des fois, on aime bien compacter un petit peu les choses. Et on peut faire une synthèse, c'est phi de lambda u plus mu v égale lambda phi de u plus mu phi de v, avec uv dans E et lambda mu dans K, on avait des espaces vectoriels sur K. Si vous voulez vous entraîner sur la commutation du langage, qui est quand même quelque chose d'assez pratique, parce que dans son côté systématique, ça permet de bien comprendre pourquoi et comment on fait des maths, on peut dire l'image d'une combinaison linéaire et la combinaison des images. Voilà, une façon de le dire, c'est joli.
Alors tout de suite, on passe aux exemples. Premier exemple fondamental, vraiment, pour moi, c'est fondamental. Si on regarde, au lieu de E, on regarde Kn et F, Km. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répéterai jamais assez, c'est que un espace vectoriel de dimension finie, c'est pas tout à fait K puissance n. Il suffit de lui adjoindre une base. Une fois qu'on a fixé une base, alors c'est K puissance n. Et inversement. D'accord? Et donc, en toute généralité, hein, je peux regarder une application linéaire comme une application à partir du moment où j'ai fixé une base de E et de F. On reviendra là-dessus. Alors, à quelles conditions elle est linéaire? Parce que maintenant qu'on a Kn, la linéarité va pouvoir se voir, en quelque sorte se représenter. On va la voir concrètement. C'est-à-dire, elle est linéaire si chaque coordonnée, ici, chaque application coordonnée, est polynomiale homogène de degré 1. Alors je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est important de comprendre. Hein. Alors je vais prendre n égale 3, m égale 2, hein, et donc regardez, x, y, z, voici les applications coordonnées de phi, hein, d'accord? Donc ça c'est phi. Et ça, ce sont les applications coordonnées. Donc les applications coordonnées, elles sont polynomiales, homogènes, donc c'est des polynômes en x, y, z, homogènes de degré 1, ça veut dire qu'on n'a que des choses en degré 1, on n'a pas de degré 2, on ne pourrait pas avoir x2, on ne pourrait pas avoir zx, d'accord, ça c'est du degré 2, hein, et on ne peut pas avoir plus 1, par exemple, parce que ça ce serait du degré 0, d'accord, les constantes. D'accord, voilà. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Bon, alors là maintenant, bah oui, et inversement, hein, à chaque fois qu'on aura une application linéaire, bah on pourra se ramener, évidemment, hein, quitte à simplifier les choses, on pourra se ramener à quelque chose de polynomial homogène de degré. Voilà. Alors là maintenant, on a envie de hurler, vous ne pouviez pas le dire plus tôt, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est beaucoup plus concret que ça. Je suis d'accord. Mais ça, c'est la différence entre la représentation et la caractérisation. Ça, ici, je l'ai représenté. C'est peut-être plus rassurant, mais caractériser, c'est souvent mieux parce qu'on n'a pas toujours une base, on n'a pas toujours une forme avec des coordonnées qui sont bien précises. On en donnera des exemples tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, l'exemple fondamental 2, qui aurait pu être le 1 et inversement. Si je fixe une base, voilà, je fixe une base de E, je sais que ça existe, alors j'ai une application qui va de E dans Kn. On en a déjà parlé, c'est l'application des coordonnées dans E. À U, on lui associe l'unique, hein, grâce au fait qu'on a une base, l'unique n-uplet UI, tel que somme de UI, EI égale U. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mieux qu'un morphisme, c'est-à-dire non seulement on a un morphisme, c'est-à-dire on vérifie que ça marche bien, c'est-à-dire que si on fait la ième coordonnée, par exemple pour celle-là, de la somme de deux vecteurs, alors c'est la somme des ième coordonnées des deux vecteurs. Bon, ça, c'est des choses qui sont évidentes. Mais on a mieux, donc on a ce qu'on appelle un isomorphisme. Alors, bon, ça, c'est le nirvana de l'algébriste, on l'écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est un morphisme, mais en plus de ça, c'est bijectif. On montre facilement que quand c'est un morphisme et que c'est bijectif, alors la bijection réciproque est aussi un morphisme entre les deux espaces. Et bien, alors maintenant, à quoi ça sert? L'isomorphisme, c'est ce que je vous disais, ce sont les correspondances, c'est-à-dire que ici, on a des problèmes d'une certaine nature, mais on va transformer ça en problème purement calculatoire.
en espérant pouvoir résoudre par le calcul. C'est pas toujours facile, il faut pas... disons que ça c'est une solution, hein, mais il ne faut pas non plus croire que c'est une panacée. Hein. Le calcul en mathématiques est loin d'être la solution à tout. Mais ça arrange, c'est comme l'argent dans la vie. Voilà. Donc, ensuite, l'exemple fondamental 3. Eh ben oui, 3, ça, ben oui, jamais 203. En fait, le 3, ça va être une synthèse de 1 et 2. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une application linéaire entre donc phi, hein, d'accord, entre E et F, d'accord, et ben ici, je vais pouvoir retranscrire, d'accord, ce E à l'aide d'une base de E, d'accord, comme un espace Kn par l'application coordonnée. Je fais pareil pour grand F avec une base petit f de grand F, avec une application iota F coordonnée, d'accord. Et maintenant, je vais prendre psi. Qu'est-ce que c'est que psi? Eh bien, psi, ça va aller de là vers là. Et puisque c'est un isomorphisme, je peux revenir. Ensuite, je fais ça et je fais ça. C'est ce qu'on appelle un diagramme commutatif, hein, si vous voulez. Ça s'écrit psi égale iota F rond phi rond iota E moins 1. D'accord? Ok. Donc, je fais tac, tac, tac. Et en fait, j'ai finalement une représentation de phi par ce psi. C'est-à-dire que psi, c'est moralement phi avec des bases fixées et sous forme d'objets de calcul dont on peut voir tout de suite par ce critère de cette caractérisation polynomiale homogène de degré 1 si c'est un morphisme ou pas. Voilà. Donc là, c'était une petite introduction. Et maintenant, des exemples pas fondamentaux. Mais ces exemples qui vous rappellent que les espaces vectoriels, ils peuvent s'écrire. Les choses peuvent se représenter différemment selon l'espace que c'est. Tous les espaces de dimension finie, par exemple, ils sont tous isomorphes. Mais par contre, sur les polynômes, par exemple, de degré inférieur à n, ben on a une intégrale qu'on ne va pas avoir sur un autre espace. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des isomorphismes, parce qu'on va disposer d'outils dans un monde et d'autres outils dans un autre. Dans les matrices, par exemple, on a la trace, hein, d'accord, on a le déterminant, tout ça. Bon, ben vous voyez, ici, je regarde de R de x. Si vous voulez être en dimension finie, juste vous prenez les polynômes qui sont de degré inférieur ou égal à n, hein, mais bon, voilà. Et ici, vous regardez, vous fixez a et b de 2 réels, et vous regardez l'intégrale. Bon, bah, ça va être une application linéaire. Entre parenthèses, vous ne le montrez pas avec des coordonnées. Là, ce n'est pas quelque chose dont vous allez dire « Ah bah oui, parce que les coordonnées sont homogènes de degré 1 ». Non, ça, vous le faites avec le critère caractérisant. Hein, d'accord? Voilà. Alors que ici, c'est plutôt le critère représentant, en quelque sorte. Hein, d'accord? Vous avez la trace à une matrice A, une matrice carré 1, à coefficient dans le corps, AIJ, on associe la trace de A, c'est la somme des AII. Bah, vous voyez que ici, bah, quoi? Cette somme des AII, bah, c'est un polynôme en les coordonnées c'est les AIJ, et les AII sont de degré 1, homogènes. Donc ça c'est linéaire sans autre forme de procès. Voilà. Donc là, on va attaquer les opérations sur les applications linéaires.